Vous pensez peut-être que la RCP fait la différence entre la vie et la mort? Eh bien, détrompez-vous, en réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Restez avec moi et découvrez à quel point la vie peut changer après un arrêt cardiaque réanimé. À tout de suite! Bonjour, je m'appelle Anne Baudouin et je suis pédiatre retraitée. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée à la réanimation cardio-pulmonaire. Ici, nous allons au-delà de la technique et nous abordons les aspects peu connus, mais importants à connaître de la réanimation. Aujourd'hui, dans cette 5e vidéo, nous répondons à la question « Comment s'en sortent les personnes qui survivent à la réanimation ?» On peut lire dans la littérature scientifique que la majorité des survivants d'arrêt cardiaque extra-hospitalier sont dans un bon état neurologique ou même neurologiquement indemnes. Une affirmation qui ne correspond pas tout à fait à la réalité. Je vous explique. La classification des survivants se fait au moyen d'échelles d'évaluation des fonctions neurologiques. Celle qui est le plus souvent utilisée est l'échelle CPC, de l'anglais Cerebral Performance Categories. En traduction littérale, catégorie de performance cérébrale. Selon les séquelles que présentent les survivants, ils sont placés dans une catégorie ou une autre allant de 1 à 5. La catégorie 1 correspond à une bonne performance cérébrale. Les personnes incluses dans cette catégorie mènent une vie normale, mais peuvent présenter des déficiences neurologiques ou psychologiques mineures, comme par exemple des troubles légers du langage, une perte de force dans un membre ou une moitié du corps, ou des anomalies mineures de nerfs crâniens. La catégorie 2 correspond à un handicap modéré. On y retrouve les survivants qui peuvent prendre soin d'eux-mêmes et travailler à temps partiel dans des milieux supervisés. Ces personnes peuvent présenter une paralysie d'une moitié du corps, des convulsions, des problèmes d'équilibre et de coordination, des difficultés au niveau de la parole ou encore des altérations permanentes de la mémoire ou d'autres processus mentaux. Dans la catégorie 3, se trouvent les personnes présentant un handicap sévère, physique et ou psychique. Elles sont conscientes, mais totalement dépendantes des autres. La catégorie 4 est pour les personnes qui demeurent inconscientes. Elles sont dans le coma ou dans un état végétatif. Et la catégorie 5 est pour les personnes qui sont déclarées mortes. Voici un tableau récapitulatif. On a décidé par convention que les catégories 1 et 2 représentent un bon résultat neurologique. Et comme la plupart des survivants se situent dans ces deux catégories, les auteurs des études concluent que la majorité des personnes qui survivent à un arrêt cardiaque extra-hospitalier sont dans un bon état neurologique. Quelle est la réalité? Chaque survivant a la sienne. Certaines personnes ont de la chance et peuvent reprendre leur vie d'une manière satisfaisante. Mais il y en a beaucoup d'autres qui doivent apprendre à vivre avec une série de limitations importantes. Le fait est qu'un 6e maillon a été récemment ajouté à la chaîne de survie, celui du rétablissement. Il est recommandé que les survivants fassent l'objet d'une évaluation structurée sur les plans neurocognitifs et psychologiques et qu'ils bénéficient d'un plan de réadaptation multidisciplinaire adapté à leurs besoins. On ne connaît pas encore très bien la prévalence des problèmes auxquels font face les survivants, mais les études effectuées, je laisse quelques références dans la description, révèlent qu'ils sont nombreux à éprouver des difficultés persistantes à long terme sur les plans physiques, cognitifs et psychosocial. Environ la moitié des survivants considérés en bon état neurologique présentent des déficits cognitifs plus ou moins sévères
qui rendent souvent difficile la reprise des activités quotidiennes et le retour au travail. Les altérations observées touchent principalement la mémoire, l'attention et les fonctions exécutives. Ce qui veut dire que ces personnes ont de la difficulté à enregistrer et manipuler l'information, à prendre des décisions, à résoudre des problèmes, à planifier, à s'organiser et à s'adapter à de nouvelles situations. À fonctionner, quoi. Pensez-y un peu. Sans mémoire de travail ou avec une mémoire défectueuse, comment voulez-vous exécuter des tâches le moindrement complexes, travailler ou même entretenir des relations significatives avec les autres? Par ailleurs, beaucoup de survivants ont également des problèmes émotionnels, surtout d'anxiété, de dépression et de stress post-traumatique. Et plus de la moitié d'entre eux se plaignent d'une fatigue importante, tant physique que mentale, qui les limite dans leurs activités. Toutes ces difficultés font en sorte que le bien-être et la qualité de vie de ces survivants considérés en bon état neurologique se trouvent sérieusement affectés. Mais les grands oubliés dans tout ça, ce sont les survivants classés en CPC 3 et 4, dont on ne parle à peu près jamais. Lourdement handicapés et sans aucune autonomie, leurs chances d'amélioration sont minimes, pour ne pas dire inexistantes. La majorité d'entre eux meurent dans l'année qui suit leur réanimation. Mais il y en a qui survivent assez longtemps. Comme mon fils Eduardo, qui est sorti de l'unité des soins intensifs dans un état végétatif, une CPC 4. Il est passé à une CPC 3 après des mois et des mois de travail ardu et soutenu. Et par la suite, il a lutté pendant des années pour récupérer sa vie. Pour en savoir davantage, je vous invite à cliquer sur les liens qui sont dans la description. Maintenant, il n'y a pas que les survivants de RCP qui sont placés dans des situations difficiles. Pour leurs partenaires de vie et les membres de leur famille, la vie n'est plus la même. Ils se voient chargés de nouvelles responsabilités à l'égard de leurs proches qui revient à la maison complètement changé. Ils doivent s'occuper de cette personne diminuée, gérer son traitement, superviser ce qu'elle fait au jour le jour et l'accompagner dans ses activités. La nouvelle réalité est lourde à porter et ils sont souvent confrontés, eux aussi, à des problèmes d'anxiété, de dépression et de stress post-traumatique. Donc, en général, sortir vivant de l'hôpital après avoir été réanimé ne signifie pas reprendre joyeusement le cours de sa vie comme si de rien n'était. Non, le changement est radical. Les besoins en réadaptation et soutien psychologique sont multiples et les ressources pour y répondre très limitées. Le chemin de la récupération est souvent long, laborieux et très incertain. En résumé, on peut dire que la majorité des survivants de RCP souffrent de séquelles neurologiques permanentes allant de déficits légers ou modérés, souvent invalidants, à des handicaps graves. Ça, c'est le bilan, assez négatif, à la sortie de l'hôpital. Mais au moment où les personnes réanimées en milieu extra-hospitalier sont admises à l'unité des soins intensifs dans un état comateux, y a-t-il un moyen de savoir comment elles vont évoluer? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo de la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.